Alvin est une jeune fille qui n'est pas allée loin à l'école. En effet, pendant que ses frères et sœurs étudiaient au salon, elle avait l'habitude d'étudier dans sa chambre, et de temps en temps, elle se couchait sur son cahier pour dormir. Elle était très paresseuse et n'était souvent très enthousiaste qu'aux heures des repas. Elle avait donc trébuché jusqu'à l'heure tombée en classe de 3e, devant le BEPC qu'elle n'avait jamais pu obtenir, au point de se décourager et d'abandonner. Son père l'avait inscrite dans un salon de coiffure pour se former. Après 2 ans de formation, elle avait ouvert son propre salon de coiffure, qui tant bien que mal lui permettait d'avoir sa pitance quotidienne. Un soir, Alvin se retrouve à une soirée de mariage, à l'invitation de son ami. Sur la même table qu'elle, se trouve un certain Polo, un jeune homme très bavard, très cultivé dans plusieurs domaines de la vie. Il a une capacité exceptionnelle de fixer l'attention des gens par des histoires qu'il raconte. Souvent sans se fatiguer. Cependant la pertinence de ses interventions et sa capacité de conviction empêchent à ses interlocuteurs de constater que le plus souvent, 75% de ce qu'il raconte sont des mensonges. C'est ainsi que pendant toute la soirée, Aline est accrochée à ses lèvres, l'écoute religieusement et avec beaucoup d'admiration. Pour un rien, Polo est capable de raconter toute sa vie à un inconnu. À ce pays, dit Polo, me voici ingénieur agronome, avec en plus une formation approfondie dans le domaine de l'élevage, mais je ne parviens pas à mettre mes compétences en exergue. J'ai tellement de projets, mais le financement fait défaut et je ne trouve non plus une structure pouvant me recruter. Polo a tellement impressionné Alvin, qu'en se séparant, ils se sont changés de numéro. 2 jours après, Polo appelle Alvin et lui demande s'ils peuvent se voir. Alvin lui dit que cela n'est possible que le soir vers 19h, le temps pour elle de rentrer du travail et de se reposer. C'est ainsi qu'ils se donnent rendez-vous dans un restaurant de la ville de Yaoundé. À leur rencontre, chacun se presse à offrir le premier, un pot à l'autre, question de l'impressionner. Après avoir passé une agréable journée, c'est vers 21h qu'ils se séparent. Au moment de la séparation, Alvin invite Polo à venir découvrir son domicile le week-end. Polo accepte cette invitation avec plaisir et promet d'y arriver en mi-journée du samedi. Alvin a apprêté un menu, consistant et varié que Polo apprécie et lui fait beaucoup de compliments. Après le repas, Polo demande à Alvin son occupation dans la vie. Celle-ci lui dit qu'après ses études universitaires, elle est allée dans une école de formation et qu'elle est cadre au ministère des Affaires sociales, qu'elle est déjà à 3 ans d'activité, et son salaire vient de commencer à passer, mais qu'elle attend un rappel de salaire. Le mot rappel a sonné dans la tête de Polo, mais ce dernier fait semblant de ne pas trop s'intéresser à cela. Pourtant c'est pour lui le centre de tous les intérêts. Il change de sujet, mais sachant qu'il a déjà une information capitale. Alvin est une proie à saisir pour lui. Aller en aventure en Europe a toujours été pour lui un rêve, la piste de la mer en passant par l'Afrique du Nord n'a pas marché faute de moyens. En effet, Polo est un livreur de cigarettes au détaillant. Il prend souvent un carton de cigarettes à un commerçant, va eux livrer et reçoit une commission dès que tout est écoulé. Il est le genre de personne qui gagne 1000 francs par jour et dépense les 1000 francs le soir, donc impossible pour lui de faire les économies. C'est le tour de Polo d'impressionner aussi Alvin, il sort un grand mensonge comme il sait souvent bien le faire. Avant de continuer, pensez à vous abonner, à liker la vidéo, et à laisser le don de votre pays en commentaire. Il dit à Alvin que comme elle s'est confiée à lui sans réserve, il doit lui faire une confidence et qu'il souhaiterait que cela reste entre eux deux, car même les membres de sa famille ne sont pas au courant. Il dit que son père en mourant a laissé un terrain de 2000 mètres carrés à la périphérie de Yaoundé. En plus il lui a laissé un compte bancaire bloqué contenant 5 millions d'après ce que lui a dit le notaire. Il doit engager un avocat pour suivre la procédure qui conduira au déblocage du compte. Alvin vient d'avoir de Polo une information capitale. Depuis, elle rêve d'aller s'installer à Douala, pour y ouvrir un salon avec du matériel sophistiqué pour attirer la clientèle, même si pour le moment elle est une piètre coiffeuse. En réalité, Alvin n'a pas suivi régulièrement la formation parce qu'elle était absentéiste au salon. C'est quelqu'une qui aime trop l'argent. Elle préférait s'engager dans les activités de prostitution et d'escroquerie pour se faire de l'argent. Elle a donc du mal à réussir même les coiffures les plus élémentaires.
Elle se dit que si elle parvient à mettre la main sur les millions de Polo, alors son rêve serait réalisé. Comment y arriver? Il faut réfléchir. Au moment où ils se séparent, Polo promet à Alvin qu'il viendra le week-end prochain la chercher, pour une promenade au parc. Elle accepte la proposition sans hésiter. Le week-end pendant qu'ils se promènent. Main dans la main, Polo fait une proposition à Alvin. Il est question que quand chacun obtiendra ce qu'il attend, qu'ils mettent les sommes ensemble pour engager les activités agropastorales sur le terrain de Polo. Comme Polo est qualifié et libre, il pourra s'en charger pendant que Alvin continue son travail. Alvin est d'accord. Dans son plan, il se dit qu'en attendant que l'on débloque son rappel, qui n'existe en réalité nulle part, elle proposera à Polo dès que la banque l'aura libéré de lui donner l'argent à garder dans son compte bancaire, étant donné que Polo n'a pas encore de compte, en attendant son rappel pour engager les investissements une fois. Si Polo commet l'erreur de le faire, elle disparaît avec l'argent. Alvin dit à Polo que maintenant qu'ils s'entendent bien, ils peuvent aller au-delà du partenariat d'affaires. Pourquoi ne pas être partenaire pour la vie? C'est-à-dire penser à se marier. Polo lui dit que, lui il y pense et il attend le bon moment pour le lui proposer, et que comme elle a déjà pris de l'avance il adhère. Alvin sourit et le tapote un peu. Alvin dit à Polo que pour le moment elle a 3 millions de francs seulement dans son compte, frais de la mission qu'elle a effectuée en Europe il y a 6 mois. Depuis que Alvin a parlé de rappel de salaire et de l'argent en banque à Polo, ce dernier se fait déjà un plan pour aller au Canada en pensant à cet argent. Cette idée de mariage pour lui est purement chimérique. Il faut flatter Alvin, mettre la main sur ses millions et disparaître comme par enchantement. Le Canada est sa destination de prédilection, il doit y mettre le pied grâce à l'argent d'Alvin. Il décide de commencer à faire des économies pour lancer le dossier de départ, et l'argent du rappel d'Alvin lui payera le transport et l'installation au Canada. La promenade est terminée. Ils rentrent chacun chez lui pour continuer à exploiter le reste du week-end. Entre-temps ils s'appelaient, réciproquement pour réchauffer leur relation. Au courant de la semaine, Polo invite Alvin à dîner dans un restaurant du coin. Elle accepte l'invitation avec plaisir. Pendant qu'ils dînent, Polo dit à Alvin que son avocat l'a appelé pour lui dire qu'avec les intérêts, il avait droit à 7 millions dans son compte bloqué. Cette information fait trembler le cœur d'Alvin. Il ajoute qu'il faut pour le notaire et l'avocat une commission de 500 000 à payer avant le déblocage du compte. Il prie Alvin de l'aider à réunir cette somme pour accélérer la procédure de mise en place de leur projet, et qu'il lui remboursera dès qu'il aura touché. Alvin avait déjà commencé à économiser de l'argent pour son projet de Douala. Sans trop de résistance, elle lui donne rendez-vous dans 2 jours et lui remet cet argent. Polo a remercié en lui rappelant de lui faire confiance car le remboursement de cet argent ne souffrira de rien. Polo prend l'argent et dit intérieurement : « Ah ma petite Alvin, tu commences à tomber, si les filles comme toi n'existaient, il fallait les créer. Dis adieu à cet argent car de ces pas je vais aller commencer à constituer les dossiers pour le Canada. » Quelque temps après, Alvin appelle Polo pour lui proposer d'aller voir ses parents. Polo dit que oui c'est une bonne idée, mais qu'il ne veut pas aller se présenter comme son ami, qu'il faut qu'il se prépare pour aller demander sa main. Il ajoute qu'il n'aime pas faire les choses à moitié et qu'il doit suivre la procédure normale pour l'obtenir et non la voler. Alvin apprécie la démarche et lui dit qu'il n'y a aucun souci, mais intérieurement elle se dit : pauvre Polo qui lui a dit que je suis fait pour le mariage. Je lui ferai verser la dot à mon petit frère que je ferai passer pour le successeur de mon père alors que mon père est encore vivant, et je récupérerai cet argent pour aller lancer mon affaire à Douala. Alvin a déjà 2 pans. Obtenir la dot et aussi partiellement ou totalement les millions. De Polo. De son côté Polo couché sur son lit après avoir sifflé quelques bières avec une partie d'argent empruntée à Alvin rit et dit : pauvre Alvin, qui lui a proposé le mariage. Qu'elle reste là sans chercher son mari en comptant sur moi. Quiconque veut m'épouser n'a qu'à aller m'attendre au Canada. De toutes les façons, Alvin quant à elle n'est même pas éligible. En parcourant l'Internet, Alvin découvre un appel d'offres. En effet une grande ferme voulait un ingénieur agronome pour les besoins de ses services. Alvin transfère la composition du dossier à Polo. Polo la remercie et promet de postuler, mais il se plaint du manque d'argent pour certaines formalités. Alvin lui transfère 10 000 francs pour les besoins de la cause.
Le soir il sort avec ses amis pour aller prendre quelques bières avec cet argent. Polo non seulement n'est pas ingénieur, mais en plus il n'a même pas le baccalauréat. Il se dit que Alvin est pour lui une providence. Il l'appelle pour lui dire que son dossier de déblocage du compte est sur la bonne voie, ce qui rassure encore Alvin. Alvin de son côté dit dans son cœur, « Mon cher Polo, tu me prends pour une gentille et naïve petite fille à ton service, tu verras comment je vais te dépouiller à la manière d'une professionnelle. » Elle appelle Polo pour l'inviter à dîner au restaurant le soir après le travail. Polo la rejoint au restaurant aux environs de 19 heures. Pendant qu'ils dînent en se racontant des histoires, une amie d'Alvin entrée se dirige vers eux. Elle reconnaît Polo, mais Polo fait semblant de ne pas la reconnaître. La fille dit que Polo était son camarade de classe au lycée. Polo s'excuse devant la fille et reconnaît qu'il n'est pas assez physionomiste. La fille leur dit au revoir et rejoint une table un peu plus loin. Heureusement elle n'avait pas prononcé le vrai nom de Polo. Les deux amis continuent leur soirée dans la sérénité et se séparent autour de 20h30. Le lendemain, l'ami d'Alvin passe au salon pour faire arranger ses cheveux. Alvin lui dit que Polo est son ami. Ingénieur agronome en chômage. Son ami rit aux éclats. « Mahama, ingénieur en quoi? J'ai fréquenté avec lui jusqu'en classe de terminale. Ayant raté 3 fois le baccalauréat, il a abandonné les classes pour venir s'installer à Yaoundé. D'ailleurs il s'appelle Oscar et non Polo sauf s'il a changé de nom entre-temps. » Alvin devient ridicule. De retour chez elle le soir elle dit « Donc comme cela Polo est en train de me jouer. Ah il ne me connaît pas du tout, le match ne vient que de commencer et ça va se jouer. Pour un premier temps, je dois d'abord récupérer mes 500 000 francs et avec intérêt. » Elle appelle Polo pour lui dire que sa mère est gravement malade et qu'elle doit faire un voyage de nuit pour le village. Polo lui souhaite bon voyage et lui dit de le tenir informé de la situation de sa future belle-mère dès son arrivée au village. Alvin dit merci et accroche. Elle se dit « Tu n'es pas encore né mon gars. Je vais te montrer que je suis Alvin, la fille qui a fait le poteau et qui a escroqué les durs. » Le lendemain elle appelle Polo pour lui dire que le cas de sa mère est très sérieux, et il faut l'évacuer à Douala, qu'il lui faut de toute urgence 300 000 francs. Elle demande à Polo de se battre, même s'il faut emprunter, lui trouver cette somme, et que dès son retour elle lui remettra. Polo se dépêche à lui trouver cette somme, question de garder sa confiance, surtout que Alvin lui avait dit qu'elle a 3 millions dans son compte. Il fait un dépôt par Momo. 2 jours après, Polo l'appelle pour demander si elle est déjà à Douala et comment va sa mère. Elle dit que oui elle y est et que sa situation est stationnaire. Ce que Polo ne sait pas, est que Alvin n'a même jamais quitté Yaoundé. Alvin continue en disant à Polo qu'elle comptait l'appeler. En effet, celui qui suit son dossier de rappel l'a appelé pour lui dire que son dossier est en bonne voie et lui demande une commission de 300 000 francs pour que le dossier aboutisse en fin du mois. En fait le rappel est de 4 850 000 francs. Elle s'excuse de devoir encore le déranger, car dans la précipitation, elle avait oublié sa carte bancaire magnétique à Yaoundé. Quand Polo reçoit cette information, il se dit que cela fait déjà plus de 7 millions qu'Alvin aura dans peu de temps. Il compte siphonner même seulement 4 millions dans un faux projet de ferme agropastorale qu'ils envisagent réaliser. Il se voit déjà dans l'avion en partance pour le Canada. Il se trouve qu'avec l'argent que Alvin lui avait prêté, ou disons donné, car il ne compte pas lui remettre ses petites économies personnelles et ce qu'il a emprunté à une réunion, il a pu réunir 1 500 000 francs pour le dossier du départ pour le Canada. C'est là qu'il puise encore 300 000 pour envoyer à un numéro que Alvin lui a donné en disant que c'est celui de la personne qui suit son dossier de rappel, pourtant ce numéro est celui de son propre petit frère. Après avoir reçu les 300 000 francs par le biais de son petit frère, il appelle Polo pour le remercier en lui rappelant qu'il est un champion sur qui elle peut compter. L'heure est à la récupération. Alvin a déjà récupéré son argent avec un intérêt de 100 000 francs. Elle sait déjà que les millions de Polo n'existent pas, mais Polo, quant à lui est toujours à la conquête des millions d'Alvin, lesquels n'existent pas non plus. Alvin met le numéro de Polo dans sa liste noire, ses appels n'aboutissent plus. Polo se dit que Alvin est toujours à Douala au chevet de sa mère. Une semaine après Polo passe chez Alvin et constate que son studio est déjà occupé par une autre personne. Le voisin lui dit que Alvin a déménagé.
Polo commence à comprendre que Alvin l'a roulé. Alvin a gagné le match, car comme il devait 500 000 francs à Alvin et que Alvin a pris ses 600 000 francs, alors Alvin a gagné 100 000 francs. Il est dépassé. Il faut rembourser l'argent emprunté à la Réunion. Il comptait sur les millions d'Alvin pour le faire et même payer son billet d'avion. Il ne peut plus aller au Canada. Si le visa sort finalement, qu'est-ce qu'il va en faire? C'est un bout de papier qui ne peut même pas permettre d'emballer un beignet. Polo est perdu. Soudain Polo déclare « Waouh, la partie est loin d'être terminée ». Il se rappelle qu'il avait porté le congélateur défectueux d'Alvin pour aller déposer chez un dépanneur qui demandait 10 000 francs comme frais de dépannage. Il se rend chez le dépanneur. Il lui dit qu'il peut lui donner 150 000 francs contre le congélateur défectueux, l'arranger et le revendre. Ce dernier accepte car pour lui c'est une bonne affaire. Il remet l'argent à Polo qui dit « Enfin ça y est, j'ai pris ma revenge sur Alvin ». Il vient de bénéficier de 150 000 francs contre 100 000 francs pour Alvin. En réalité ce congélateur était celle de la tante d'Alvin qui lui avait donné pour l'aider à le faire dépanner. Concentré sur les stratégies pour escroquer les millions de Polo, Alvin avait complètement oublié l'histoire du congélateur de sa tante. Un jour de passage dans l'un des quartiers vulgaires de Yaoundé, Polo aperçoit Alvin assise dans un salon de coiffure. Il se dit « Enfin j'ai vu le fantôme ». Il se rapproche et dit « Mais Alvin c'est comment? Qu'est-ce que tu as fait comme ça ?» Alvin regarde les filles qui se trouvent dans le salon comme pour voir si c'est à l'une d'elles que Polo s'adresse. Polo la pointe du doigt et dit « Tu n'es pas Alvin, cadre au ministère des Affaires sociales. » Alvin répond tout étonné « Non monsieur, vous vous êtes peut-être trompé. Moi c'est Rosine, je suis coiffeur, Mahama je ne sais même pas où se trouve ce ministère. » Polo frotte encore ses yeux et regarde bien la fille. Il se dit intérieurement « Les filles de Yaoundé-ci sont des vrais esprits, des sirènes. » Même si j'avais dit à l'ami d'Alvin que je ne suis pas physionomiste pour me débarrasser d'elle, je ne peux pas quand même ne plus reconnaître une fille avec qui j'ai passé presque 6 mois. Il dit « Désolé de vous avoir importuné, je suis en train de chercher une certaine Alvin pour lui demander de venir enlever son congélateur chez moi. » Alvin sursaute, elle vient de se rappeler du congélateur de sa tante. Dans son cœur elle dit « Pauvre de moi, je croyais la partie terminée. Qu'est-ce que je vais faire? Ceci est au-dessus de mes possibilités. » Elle dit « Et Polo c'est toi? Merde avec les verres noirs et ton chapeau, je ne t'ai plus reconnu. Comment tu vas? » Bien répond Polo. Même ma voix ne t'a rien dit, dit Polo. Dis-moi, tu es Alvin ou Rosine? Elle répond. Bien sûr que je suis Alvin. J'ai nié mon nom parce que je voyais en toi un étranger. Je voulais t'appeler, mon téléphone, à Douala-Jais. Elle ne sait vraiment quoi dire. Polo dit. Tu connais bien le chez moi, pourquoi? Déménager sans me prévenir. Elle répond. Vraiment j'ai des problèmes avec mon bailleur patati patata. Polo lui dit. Tu n'es pas parti au travail aujourd'hui. Non, je suis venu me faire coiffer. En tout cas tu es Rosine et tu resteras Rosine. Adieu ma belle. Il se tourne pour partir. Alvin dit. Mais, Oscar, où est le congélateur de ma tante? On se rappelle qu'Oscar est en réalité le vrai nom de Polo selon l'ami d'Alvin du restaurant. Il dit. Le congélateur d'Alvin est chez Polo. Il stoppe, une moto monte derrière et le conducteur démarre. Alvin devenue Rosine fond en armes. Elle se dit. Intérieurement malheur à la soirée où j'ai rencontré ce bon à rien. La suite du match c'est dans le camp de chacun des deux escrocs. Polo a dépensé inutilement pour constituer le dossier pour le Canada en comptant sur les millions d'Alvin. Il a des dettes à la Réunion. Il maudit la soirée où il a rencontré Alvin devenue Rosine. Alvin quant à elle doit donner à sa tante son congélateur. Voilà jusqu'où peut conduire la malhonnêteté. Abonne-toi pour ne rien rater de nos histoires, like pour nous encourager, et laisse en commentaire le nom de ton pays. Polo, ou encore mieux, Oscar, de retour chez lui, réfléchit sur le moyen à adopter pour échapper à la Réunion. L'argent de la Réunion ne connaît point d'empêchement. Que tu sois malade ou même mort, ta famille doit rembourser tes dettes à la Réunion. Ou prendre 500 000 sans compter les intérêts. Il sait que Rosine viendra sûrement réclamer le congélateur de sa tante. S'il faut rembourser de l'argent à la Réunion et aussi acheter un congélateur, il lui faut donc les 700 000 francs.
La seule solution pour lui est de simuler une folie pour échapper à la réunion, mais aussi au problème du congélateur vendu. Soudain il aperçoit un des membres de la réunion arriver chez lui, il se dit que ça doit être sans doute un émissaire de la réunion. Il se met à chanter en dansant. Je vais au Canada, Canada un beau pays. Avec son passeport déposé sur la tête. La personne lui demande ce qui lui arrive. Il continue à danser et à chanter, sans prêter attention à lui. Un temps il dit, « Monsieur voulez-vous aller au Canada? Si oui venez on danse. » Il fait semblant de ne même pas le connaître. L'envoyé de la réunion tente en vain de le ramener à la raison pour lui passer le message de la réunion. Il se décourage et se retire. Pendant qu'il s'éloigne Oscar le guette et dit, « Sûrement il va aller rendre compte à la réunion. Bon débarras. » Il cesse de chanter. Avec cette stratégie, il est en train de gagner du temps en cherchant là où il va se réfugier. Il a déjà contacté un ami à Douala qui peut l'héberger, mais les conditions ne sont pas encore réunies. Les embêtements ne sont pas terminés pour lui, car d'un moment à l'autre Rosine peut arriver chez lui pour le problème du congélateur de sa tante. Il n'a même pas fini de penser à cela que Alvin, ou encore Rosine frappe à la porte. Elle vient voir Oscar à propos du congélateur de sa tante, elle ne sait pas si Oscar l'a vendu ou l'a conservé pour lui-même. C'est pour cela qu'elle décide de se rendre chez Oscar. Dès qu'il ouvre, il imagine déjà pourquoi Rosine est venue. Il commence encore à chanter et à danser, le passeport sur la tête, faisant semblant de ne pas la reconnaître. Un temps, il dit, « Madame vous ne voulez pas aller au Canada? Venez danser avec moi. » Et il continue à chanter et à danser. Rosine appelle son petit frère et lui demande de la retrouver chez Oscar, car ce dernier fait des crises de folie. À l'aide de son petit frère, elle décide de l'emmener au centre Jameau de Yaoundé. Oscar ne présente aucune résistance. Rosine vient de tomber dans son piège. Au centre Jameau, il est confié à un psychiatre. En l'écoutant, ce dernier constate qu'il est apparemment en bonne santé mentale. Il demande à Oscar de lui dire la vérité. Oscar lui fait part de ses difficultés et lui dit qu'il fait seulement semblant d'être fou pour échapper à ses créanciers. Par mesure de prudence, il demande que l'on l'interne pour une mise en observation, mais sans lui donner de médicaments. Rosine et son frère qui attendent, sont sollicités pour le conduire dans une salle de mise en observation. Les deux accompagnateurs rentrent, en promettant repasser le lendemain. Le soir, Oscar appelle un gardien et organise avec lui un plan d'évasion dans la nuit. Il lui donne 2000 francs. Aux environs de 20 heures, Oscar réussit à quitter l'hôpital. Arrivé à la maison, il voit sur son téléphone un message de son ami qui lui dit qu'il peut déjà venir à Douala. Il range ses bagages et très tôt le matin, il prend le chemin de Douala. Tôt le matin, Rosine se rend au centre Jameau, mais ne trouve Oscar nulle part là-bas. Elle s'exclame. « Ah, Oscar tu ne cesses de me surprendre. » Elle rentre chez elle s'apprêter pour aller au travail. En mi-journée, elle reçoit la visite de sa tante au salon de coiffure. Après avoir parlé de tout et de rien, celle-ci lui demande ce qui en est du congélateur. Rosine rassure sa tante que d'un moment à l'autre, le problème sera résolu, le temps pour le technicien de trouver la pièce qui est défectueuse. Sa tante lui fait confiance. Elle prend congé de Rosine en lui souhaitant bonne journée. Elle a pu se débarrasser de sa tante, mais combien de temps cela va durer? Rosine imagine déjà la possibilité d'aller s'installer à Douala comme elle a toujours rêvé, de quoi ne plus être embêtée par sa tante. Dans le bus, pour Douala, Oscar fait une auto-évaluation de sa vie depuis 3 ans qu'il a quitté l'école. Que du temps gâché, il décide de changer radicalement son genre de vie, pour devenir un peu plus responsable. À Douala il est reçu par son ami, qui a eu la chance de s'en sortir dans la vie. En fait son ami est un grand cadre au port. Il parvient à trouver du travail à Oscar au port. En plus du fait qu'il est bien rémunéré, il a des pourboires pour services bien rendus. Sa situation commence à s'améliorer. Son ami qui est un fervent chrétien, l'invite souvent à aller avec lui à l'église. Les enseignements qu'il suit à l'église et la quiétude que lui procure le milieu fait de lui un autre homme. Il s'engage au catéchisme et après 6 mois, il reçoit son baptême. Il décide d'intégrer un groupe choral à l'église. Entre-temps, pour échapper à la pression de sa tante, Rosine a déménagé pour aller s'installer à Douala. Avec la routine,
Elle est devenue une coiffeuse talentueuse qui gagne sa vie sans trop de problèmes. Ses parents étaient des fervents croyants qui dans l'enfance lui avaient inculqué une éducation chrétienne. Malheureusement, devenue adolescent, elle était entrée dans le désordre et avait abandonné complètement l'Église. Les situations qu'elle a vécues l'ont amenée à se repentir et à reprendre la route de l'Église. Elle appartient à la même paroisse que Oscar, mais ils ne se sont jamais vus parce que Oscar fait le culte du matin, alors qu'elle fait celui du soir. Le jour où Oscar arrive pour la première fois à la répétition, il constate que Rosine fait déjà partie de cette chorale. Les deux anciens amis se regardent avec étonnement. Rosine demande à Oscar s'il est ici à Douala. Elle dit oui et cela depuis près d'1 an. Rosine dit « Polo, je veux dire Oscar, notre destin est-il finalement lié ?» Ils s'embrassent sans plus penser aux différends qui les opposent. Rosine lui dit qu'elle est venue s'installer à Douala pour continuer avec la coiffure. Oscar lui raconte aussi tout ce qu'il a subi, et comment il a simulé à folie pour échapper à son créancier. Rosine lui indique son atelier, il l'invite à venir découvrir ses nouvelles installations. Le lendemain, après le travail, Oscar se rend au salon où il rencontre Rosine. Dans leur conversation, chacun d'eux se confesse et dit à l'autre comment il comptait sur ses soi-disant millions pour réaliser le projet qu'il avait en tête. Il se met à rire. Oscar dit « La pauvreté est vraiment une calamité. Comment avons-nous pu avoir de telles idées ?» Maintenant Oscar appelle Rosine Alvin Rosine, à son tour elle l'appelle Oscar Polo. Leurs petits noms sont respectivement Canadien pour Oscar et Cadre pour Rosine. Cela les amuse. Bien, ils se séparent en promettant de se voir le week-end. Les deux amis mènent maintenant une vie de prière et de responsabilité. Oscar a déjà avec l'aide de son ami remboursé sa dette à la Réunion de Yaoundé. En effet, il a fourni une moitié et son ami une autre, ce qui fait qu'il ne doit plus qu'à son ami, mais celui-ci lui a laissé la possibilité de rembourser progressivement, ce qui est moins lourd et moins contraignant pour lui. Oscar appelle Rosine et l'invite à dîner dans un restaurant du coin. Pendant leur conversation, Oscar revient sur le problème de mariage. En principe, les deux amis parlaient du mariage sans conviction, mais chacun croyait l'autre sérieux, ce n'est que qu'intérieurement que chacun savait qu'il trompe l'autre. Ainsi, en abordant cet aspect, Oscar le fait maintenant pour de vrai. Il propose d'aller rencontrer les parents de Rosine. Rosine est très fière et souhaite que ce jour arrive vite. Rosine est devenue vraiment responsable et trouve ainsi une opportunité pour le faire savoir à ses parents. Les deux amis se préparent et prennent la route du village. Les parents de Rosine sont comblés de joie, quand Rosine leur présente Oscar comme son fiancé. Oscar engage la procédure, et avant de partir du village, il a déjà fait l'essentiel. La suite n'est plus que de petits détails. Quand il retourne à Douala, Rosine, très contente du comportement d'Oscar, lui dit « Monsieur le Canadien, comme aller au Canada est une obsession pour toi, je vais t'aider à le faire. » Rosine a un cousin au Canada qui peut assurer la prise en charge d'Oscar. Ainsi il n'aura pas besoin de déposer la caution. Oscar ayant déjà le passeport, réactive sa demande de visa. Avec son ami de Douala, les choses sont allées vite. En quelques mois, il obtient le visa avec déjà une offre d'emploi au Canada. Il dit à Rosine qu'elle doit le suivre après son départ, d'où la nécessité de se marier officiellement, maintenant que la phase traditionnelle est pratiquement terminée. Comme ils sont majeurs, avec quelques témoins ils passent devant le maire et leur mariage est officiellement scellé. Oscar met le cap sur le Canada. Dès son arrivée, il commence le boulot. Oscar est un jeune homme fort et déterminé. En plus de son travail permanent, il fait des travaux ponctuels, ce qui fait qu'il gagne largement sa vie. Après 6 mois, il engage le dossier de départ pour le Canada de sa femme, qui le rejoint. Avec la coiffure africaine, Rosine s'en sort sans souci sur le plan financier. Un jour il dit à Oscar, « Maintenant que nous marchons dans la crainte du Seigneur, nous devons réparer les torts que nous avons causés aux autres. Par exemple pour le congélateur de ma tante, qu'allons-nous faire ?» Oscar s'exclame, « Oh mon Dieu, voilà quelque chose qui m'a complètement échappé. » Il décide d'envoyer 1 million de francs à la tante de Rosine, car cela fait déjà pratiquement 2 ans qu'il l'a privée de son congélateur. Rosine, qui vient d'accoucher, appelle sa tante, s'excuse d'abord pour son comportement et lui
expédie cet argent en lui annonçant la naissance de leur premier enfant, qui est un petit garçon. Sa tante qui l'avait maudite par le passé et qui avait déjà oublié le problème est tellement surprise. Cette fois-ci, elle arrose Rosine d'une pluie de bénédictions. La tante de Rosine est une vendeuse de poissons dans un petit marché de Yaoundé. Avec cet argent, elle peut s'acheter un congélateur neuf et même augmenter son capital de commerce. 2 ans après, Oscar et Rosine sont en train de réfléchir sur un projet qu'ils peuvent engager au pays. Oscar pense à l'expertise de la tante de Rosine, qui est une vendeuse expérimentée de poissons. Ils font acheter un terrain pour construire une chambre froide. La tante devient la gérante d'un magasin de vente en gros du poisson. Comme elle connaît beaucoup de vendeurs en détail, le magasin fonctionne à merveille. Elle lève les mains vers le ciel et dit : « Seigneur, c'est vrai que tes voies sont insondables. À cause d'un vieux congélateur défectueux, me voici déjà matrone. » Chrétienne refroidie de son état, elle décide de renouer avec l'Église. La tante de Rosine est une gérante expérimentée et honnête. Elle se contente de son salaire qui est respectable, et fait prospérer le magasin. Rosine et Oscar sont flattés par sa gestion. Oscar et Rosine continuent à fréquenter la maison de Dieu et grandissent davantage dans la foi. Voilà l'histoire de 2 personnes, qui sont passées de la mauvaise vie à une vie exemplaire. Merci d'avoir voulu écouter l'histoire jusqu'à la fin, pensez à la partager au maximum, cela nous motive vraiment à créer encore plus d'histoires pour vous. Merci.